Radio Campus Lille, il est 23h. L'ultime accélération, elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Il a été énorme, Julien Alaphilippe, c'est bon, c'est gagné un Français en jaune. Allez là, sur un planche, forcément, les célébrités. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club. Bonsoir auditeurs, auditrices qui nous écoutez, vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM, écoutable en DAB+, et sur le site campuslille.com. Podcast téléchargeable dès la transmission. Voici réunis pour la première du Campus Sport Club, aussi appelé le CC Auditorium. Et pour cela, je demande un applaudissement, s'il vous plaît. Au programme de cette première du sport et encore du sport, et ce sera le cas pour toutes les autres à venir, je préfère vous prévenir d'avance. À présent, petite présentation rapide de l'équipe autour de moi pour les 60 prochaines minutes, ainsi que les chroniques pour lesquelles ils interviendront. Aux news, Audrey. Pour un retour sur les résultats de la semaine, Agathe et François. Bonsoir. En fin d'émission, et pour les pour la revue de presse, vous serez présenté aussi par Pavel, excuse-moi t'as oublié. Bonsoir à tous. Et en fin d'émission, donc, pour les événements à venir, Ellie qui est également à la régie. Bonsoir à tous. Et d'ici une petite demi-heure également, un débat footballistique viendra chauffer les esprits, ne le ratez pas. Sans plus attendre, on lance le chrono et on part pour les news d'ici d'ailleurs, pour un retour sur l'actualité sportive du moment. Pas grave, on enchaîne. Et on démarre avec l'info phare de ces derniers jours, à savoir un décès, celui d'une personnalité bien connue des aficionados du football français, Agathe. Il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Lui faisait partie de la première catégorie. C'est ce qu'a confié le quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault, à l'AFP au sujet de Bernard Tapie, qui s'est éteint dimanche dernier à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer. Homme d'affaires, animateur, ministre sous Mitterrand, acteur et même chanteur, Bernard Tapie est avant tout un personnage éminent du sport français. Il se lance tout d'abord dans le cyclisme en 1984 et fonde l'équipe La Vie Claire qui rassemble Bernard Hinault, auteur du doublé de Giro Tour de France en 85, et Greg LeMond qui s'impose sur la grande boucle l'année suivante. Un premier succès pour l'entrepreneur français qui reprend les rênes de l'Olympique de Marseille en 86. Résultat, et pas des moindres, 4 titres de champion de France, une victoire en Coupe de France, mais surtout la première et dernière Ligue des Champions remportée par un club français en 93 face à l'AC Milan. Véritable légende de la cité phocéenne, on retient malgré tout quelques zones d'ombre à l'image d'une peine de 24 mois de prison écopée en 96 pour tentative de corruption lors du match Valenciennes-OM. Par ailleurs, l'OM et l'OL sont actuellement sous le feu des projecteurs de l'UEFA. La commission de discipline de l'instance européenne vient d'ouvrir une enquête suite aux incidents survenus dans leur stade à l'occasion de la dernière journée de la Ligue Europa jeudi dernier. Huis clos pour les prochains matchs ou amende, la commission rendra son verdict le 22 octobre. Pep Guardiola, André Di Maria et même Guy Forget ne seront pas épargnés par le scandale fiscal des Pandora Papers, l'enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investigation. Le patron de Roland-Garros aurait ainsi détenu une société offshore aux îles Vierges britanniques. Quant à l'attaquant du PSG, il aurait bénéficié de plus de 8 millions d'euros entre 2013 et 2017 via une compagnie au Panama. Par ailleurs, l'international argentin avait été victime d'un cambriolage en mars dernier. 4 suspects, selon l'équipe, seraient actuellement en garde à vue pour cette affaire. En bref, à présent, on a appris ce soir la retraite du basketteur espagnol Pau Gasol. Après 24 saisons professionnelles, le pivot de 41 ans, double champion NBA avec les Lakers en 2009 et 2010 et champion du monde avec l'Espagne en 2006, l'a annoncé aujourd'hui en conférence de presse. 25 ans de carrière et un nouveau défi pour Claudio Ranieri, désigné nouvel entraîneur de Watford, actuellement 15e de Premier League. Vainqueur du championnat anglais avec Leicester en 2015-2016, il devrait signer pour 2 ans dans le club londonien. Enfin, suite au rapport de Richard McLaren sorti jeudi dernier qui s'interroge sur de possibles manipulations lors de certains combats de boxe des Jeux Olympiques en 2016,
La Fédération française de la discipline s'est indignée face à la gravité de telles accusations qui restent sans preuve. Merci Audrey pour ce rapide retour sur les actualités fortes du moment. Et pour les compléter, je lance sans plus attendre les résultats. Et des résultats qui vous seront donnés par une paire de renom, Agathe et François. Je crois qu'au menu de cette chronique, nous aurons du football, des compétitions européennes et de la MotoGP pour conclure. C'est ça. Alors rebonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir on va beaucoup parler de football et notamment de Ligue 1 tout d'abord parce qu'on a eu un week-end très chargé avec des résultats hyper intéressants. Alors tout d'abord on va aborder la défaite du PSG face à Rennes. Donc ce revers 2-0 c'est la plus grosse surprise de cette 9e journée de championnat puisque c'est le premier revers de la saison pour les Parisiens. Malgré l'alignement du meilleur quatuor d'attaque de la planète, donc on parle quand même de Mbappé, Neymar, Messi et Di Maria, les joueurs de Mauricio Pochettino ont réussi 2 exploits assez incroyables au cours de la partie. Celui d'abord de n'avoir cadré aucun tir en 90 minutes, mais aussi d'avoir encaissé 2 buts dans la même minute. Celui de Gaëtan Laborde dans un premier temps juste avant la mi-temps, puis de Flavien Tay quelques secondes après le retour des vestiaires. On va aussi parler de Lens qui continue sur sa belle lancée en gagnant contre Reims 2-0. Les hommes de Francaise s'imposent donc pour leur premier match à huis clos à Bollaert depuis les incidents du derby contre Lille. On retiendra forcément le doublé de Kalim Wendo, dont un but sur pénalty provoqué par le jeune Rémois Ekitike qui s'était complètement essuyé les crampons sur le visage de Danso. Et pour rester dans le Nord, on va parler de la victoire de Lille à domicile contre l'Olympique de Marseille, 2-0 là aussi, on dirait que c'est le score du week-end. Sur un doublé de Jonathan David, en pleine bourre en ce moment, les champions de France viennent freiner le bel élan marseillais, poursuivant leur série de 3 victoires d'affilée en championnat. Enfin, dimanche soir, on a assisté à un derby brûlant entre Lyon et Saint-Etienne. Après un premier but d'Aouar en première mi-temps et la première expulsion de la carrière d'Anthony Lopez, qui avait touché le ballon de la main en dehors de sa surface, les Verts ont peiné à revenir dans la partie. Dominés tout au long du match et sauvés à 2 reprises par des décisions arbitrales, c'est finalement la main de Denayer dans la surface qui sauvera les Stéphanois, leur octroyant un pénalty dans les derniers instants de la partie. Wabi Kazri ne tremble pas face à Paul Hersbeck et arrache le nul à un Noël frustré. Score final 1-1. On va faire un point sur le classement maintenant. Donc le Paris Saint-Germain reste en tête du championnat avec 24 points, suivi par le RC Lens qui conserve sa 2e place avec 18 points à 2 longueurs de l'OGC Nice. Le LOSC, quant à lui, se hisse à la 8e place alors que l'OL manque son occasion de rejoindre le top 5 et stagne au milieu de tableau avec 13 points au compteur. On va arrêter un petit peu de parler de foot parce que je sais qu'il y en a qui en ont marre. L'autre gros événement du week-end, c'était le Paris-Roubaix qui a connu cette année une édition historique après 1 an de hiatus. En effet, l'Enfer du Nord a vu courir pour la première fois des cyclistes féminines sur 116 km entre Denain et le Vélodrome de Roubaix. Au terme d'un parcours aménagé, donc sans la trouée d'Arenberg, c'est Lizzie Deignan, la cycliste britannique, qui s'est imposée. Et chez les hommes, cette édition du Paris-Roubaix a été légendaire. Marquée par des conditions météo dantesques, la Reine des Classiques a été le théâtre d'un spectacle d'équilibristes, assuré par des coureurs en difficulté sur des pavés plus que glissants. Après 250 km d'efforts intenses et des litres de boue sur le visage et le corps, c'est Sonny Colbrelli, l'Italien, qui est arrivé au Vélodrome le premier. Merci Agathe. Un petit retour au football pour changer, avec un petit détour par les championnats européens, avec tout d'abord quelques résultats en Première Ligue, avec le choc de cette 8e journée de Première Ligue qui a tenu véritablement toutes ses promesses entre Liverpool et Manchester City. Un match nul extrêmement accroché, 2 buts partout, avec des buts de Sadio Mané et Mohamed Salah du côté des Reds. Et puis du côté de Manchester City, des buts de Phil Foden et Kevin De Bruyne. De son côté, Chelsea prend la tête de la Première Ligue grâce à ce match nul entre Liverpool et Manchester City. Une victoire sur le score de 3-1 face à Southampton. Et donc Chelsea qui prend la tête pour la première fois en Première Ligue cette saison. Manchester United de son côté a été accroché avec un 2e match nul consécutif en Première Ligue. Un match nul, 1 but partout face à Everton, avec à noter un but du franchise Anthony Martial. Le classement, on le rappelle, Chelsea est en tête de la Première Ligue à la fin de cette journée devant Liverpool et Manchester City. Un petit tour par l'Espagne avec la Liga Santander. Le Real Madrid a été battu pour la première fois en Liga cette saison, une défaite sur le score de 2-1 face à l'Espagnol Barcelone, 5 jours après sa défaite face au shérif Tiraspol en Ligue des Champions, avec à noter là aussi un but d'un Français, Karim Benzema, malheureusement qui ne permet pas au Real de prendre le point du match nul.
Un petit détour ensuite par l'Espagne, toujours finalement avec une victoire de l'Atlético dans cette affiche de la 8e journée, la grosse affiche de la Liga face au FC Barcelone, une victoire 2-0 donc face au Barça qui enfonce un peu plus l'équipe entraînée par Koeman, qui se trouve d'ailleurs 9e du championnat. Le classement de la Liga, on le rappelle, le Real Madrid est en tête, l'Atlético Madrid est 2e, et enfin le podium est complété par la Real Sociedad qui réalise là aussi un très bon début de saison. Un petit tour par l'Allemagne avec quelques résultats de Bundesliga. Le Bayern battu pour la première fois de la saison en Bundesliga. Une défaite 2-1 face à l'Eintracht Francfort qui permet au Dauphin, le Bayer Leverkusen, de recoller à égalité de points, 16 points pour ces deux formations. Un petit tour également par la Serie A, la Juventus qui avait mal débuté son championnat, qui se relance véritablement, une victoire 1-0 dans le derby face à Torino, avec un but de Manuel Locatelli dans les dernières minutes du match, qui permet donc à la Juve de gagner son 3e match de la saison, un début de saison quand même assez poussif. De son côté, l'AC Milan l'emporte au forceps face à l'Atalanta Bergame sur le score de 3-2. Naples, quant à elle, est toujours en tête avec une victoire sur le terrain de la Fiorentina sur le score de 2-1. Et donc Naples qui devance au classement l'AC Milan et l'Inter Milan respectivement 2e et 3e. Un petit mot de rugby pour changer du top 14 avec une journée de top 14, une 5e journée qui a été relativement animée avec notamment la victoire de Clermont face au Racing 92, des Clermontois qui se relancent véritablement après un début de saison là aussi très compliqué. Une victoire obtenue sur le score de 26-17 et donc voilà, les Auvergnats, comme je viens de le dire, se relancent avec quand même 3 défaites dans les 5 premiers matchs, une victoire donc qui va faire le plus grand bien aux Auvergnats. Et puis de son côté, Toulouse confirme son excellent départ en top 14, 5 sur 5 pour les Toulousains qui sont plus que jamais donc leaders du top 14 à la suite d'une victoire face à Biarritz sur le score de 17-11. Un petit mot de tennis avec la finale du tournoi de Sofia. Malheureusement, le Français Gaël Monfils, qui était qualifié pour cette finale, n'a pas pu l'emporter face à Yannick Sinner, l'Italien. Une défaite sur le score de 6-3, 6-4, ce qui permet quand même malgré tout à Monfils de remonter à la 18e place du classement ATP. Et puis enfin, on va terminer par un mot de MotoGP avec donc le Grand Prix des Amériques au Texas, avec la victoire donc de l'Espagnol Marc Marquez devant le Français Fabio Quartararo. Quartararo donc 2e qui malgré tout conserve la position en tête du classement des pilotes. Voilà. Merci à vous deux pour ce condensé des résultats sportifs en tout genre. On va marquer une petite pause en ce début d'émission avec une interlude musicale. Et je vous propose de replonger 3 années en arrière. Ah oui, c'était beau cette année-là. En compagnie de Magic System avec son titre Magic in the Air, spécialement revu pour le titre des Bleus, bien sûr. Et on se retrouve après. Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh.
tu dis? Paul Pogba, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et N'Golo Kanté. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens, seul Bédi Coco. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. Oh, oh, oh. Les magiciens. Allez, allez les bleus, la France a gagné. Allez, allez les bleus, les magiciens. Allez, allez les bleus, la France a gagné. Allez, allez les bleus, les magiciens. Allez, allez les bleus, la France a gagné. Allez, allez les bleus, les magiciens. Allez, allez les bleus, la France a gagné. Allez, allez les bleus. De retour sur le Campus Sport Club, le talk show sportif de Radio Campus 106,6 FM, sur votre poste et en DAB+, je le rappelle, c'est tous les mardis de 23h à minuit. Et cette première sera aussi disponible au téléchargement de podcast sur campuslille.com et les plateformes de streaming à venir. On poursuit ce premier épisode du CSC avec Pavel et sa revue de presse. Et pour commencer notre tour des presses nationales et internationales, on se dirige vers simplement la capitale et l'équipe avec un entretien exclusif de Kylian Mbappé. C'est ça, tout à fait. Bonsoir à tous à nouveau. C'est une qui a fait parler et qui continue de faire parler et qui risque de faire parler ces prochains jours. Je vous cite la phrase d'accroche. « Je n'ai pas été aussi bon que je devais l'être. Était la suite logique. » Il revient évidemment sur son transfert avorté au Real de Madrid et évidemment son niveau en équipe de France. C'est un long entretien que le joueur de 22 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, a donné. Il s'est expliqué sur beaucoup de choses, ce qui n'a pas manqué de faire parler, on le verra dans d'autres unes internationales. On se souvient notamment d'un événement qui avait pu avoir lieu avec Neymar lors d'un match où il l'avait tout simplement insulté de clochard. Je n'étais pas content d'une passe, disait-il. Il a dit que c'est arrivé à tout le monde, il a mis fin au clochard gate comme on l'appelle, et c'est surtout concernant son transfert avorté au Real, il dit l'avoir digéré. C'est en tout cas une actualité sur laquelle Marca, le journal espagnol, n'a pas tardé à rebondir avec la phrase, évidemment, « J'ai dit au Paris Saint-Germain que je voulais partir en juillet ». Évidemment, de quoi relancer l'hystérie folle espagnole. On rappelle sur le transfert de Kylian Mbappé, on se rappelle évidemment du tic-tac, du fameux tic-tac en Espagne, et de toute la folie que ça avait pu provoquer pour finalement un transfert qui n'avait pas abouti. Kylian Mbappé, d'ailleurs, qui se l'explique dans l'équipe, on le voit en une, qui dit tout simplement je ne pouvais pas partir à une semaine de la fin du mercato, il me fallait trouver un remplaçant, tout en évidemment nuançant avec le PSG. On reste dans le football avec la une de la Gazzetta dello Sport en Italie, une dédiée tout simplement à Paolo Dybala, l'attaquant argentin de la Juventus, qui a renouvelé jusqu'en 2025. Une où on peut notamment voir 10 x 10 puisque l'attaquant argentin de la Juve a obtenu un contrat de 10 millions d'euros, tout simplement pour rester jusqu'en 2025 dans une équipe qui est en difficulté, au championnat, qui est à peine dans le top 10 et déjà distancée par l'Inter et le Napoli. On va tout de suite dans le monde, ce n'était pas à la une, mais tout à l'heure, Audrey en a parlé. Il y avait évidemment un hommage à Bernard Tapie, qui a été président de l'Olympique de Marseille, notamment celui qui a permis à la France de remporter sa première et son unique Ligue des Champions en 1993. C'est un hommage sobre, un hommage à ce grand homme du sport qui a certes connu des déboires, mais qui a été quelqu'un de reconnu, que ce soit dans le football ou que ce soit dans le cyclisme, évidemment. Et on termine par quelque chose de une petite aparté lilloise. Je voulais vous parler dans France Info. C'est pas forcément une, on est surtout à la radio. Le jeune Théo Braque, 19 ans, cycliste sur piste, qui s'est confié à Manon Mella dans l'émission Génération 2022. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeune cycliste qui s'entraîne à Roubaix et qui va venir s'entraîner à Lille pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est double champion de France du kilomètre et de la vitesse par équipe en junior. Il ambitionne Paris 2024, lui qui a découvert le cyclisme sur piste il y a 3 ans. On rappelle ici qu'il est conventionné, sponsorisé par la métropole européenne
européenne de Lille, 24 sportifs. Nous ne manquerons peut-être pas évidemment d'en reparler dans les prochaines semaines. Peut-être viendra-t-il s'exprimer à notre micro. En tout cas, c'était un petit clin d'œil, un jeune espoir lillois et qui, on l'espère, représentera la métropole à Paris 2024. Super, et encore merci Pavel pour cette revue de presse. Pour marquer un petit temps d'arrêt dans cette émission, je me suis penché sur une personnalité du sport sur laquelle on est déjà revenu maintes et maintes fois depuis le début de l'émission. Vous l'aurez deviné, c'est Bernard Tapie. Et ouais, c'est forcément lui qui nous a quittés il y a quelques jours de cela. Et comme promis, je vais revenir quelques minutes sur sa vie pour un petit portrait de la semaine. Mais avant tout sur les segments qui concernent le sport et son rôle pour, vous le savez, l'Olympique de Marseille. Bernard, c'est un homme qui naît pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943 à Paris. D'une famille peu aisée mais débrouillarde, il reçoit l'éducation remarquée de son père, Jean-Baptiste, beau prénom, qui est frigoriste et puis patron d'une PME. On sent déjà l'instinct entreprise. Et puis l'homme d'affaires au tempérament que nous connaissons éclot au milieu des années 60, après son service militaire. Il tente de lancer des projets, des entreprises qui coulent rapidement, ça, dis donc. Et il y fait aussi ses premières petites magouilles. Des exagérations par-ci par-là, des tromperies, du tapis, quoi. Puis sa passion pour le sport et l'argent enregistré jusque-là lui permettent de se tourner vers la direction d'équipes sportives. Et c'est d'abord avec le vélo et avec Bernard Hinault que l'aventure commence. C'est une nouvelle équipe construite autour du cycliste, avec la Vie Claire, et avec laquelle Bernard Hinault va pouvoir remporter un 5e Tour de France en 1985. Et puis l'année suivante, c'est le maire de Marseille, Gaston Defferre, et notamment aussi son épouse, qui invite Bernard Tapie à reprendre l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui en 86 est dans le mal, et qui est racheté pour 1 franc symbolique par l'homme d'affaires, qui compte remplir de nouveau la vitrine à trophées du club, une vitrine qui prend la poussière depuis une décennie, le dernier titre datant de 1976 à ce moment-là. Et au cours des 8 années passées à son poste de président, Tapie rafle une Coupe de France pour 4 finales disputées. C'est aussi un championnat de Ligue 1 remporté 4 années de suite, de 89 à 92. C'est une demi-finale de C2 en 1988. Pour les plus jeunes, c'est la Coupe des vainqueurs de coupe, une compétition qui a disparu. Et puis enfin, une demi-finale, une finale et un titre en Ligue des Champions, respectivement en 1990, 1991 et la récompense en 1993. Le plus beau trophée du club et la seule Ligue des Champions pour un club français encore à ce jour. Tapie renouvelle complètement l'effectif en faisant signer des joueurs iconiques de Marseille. J'ai cité par exemple Deschamps, Papin, Barthez ou encore Cantona. Et ce nouveau souffle propulse l'OM au sommet de la France et de l'Europe un temps. Mais, avec en toile de fond, la naissance de ce que sera le classico à la française entre les Phocéens et le PSG, qui fut dirigé un temps par Michel Denisot. Et le club de la capitale, qui remportera d'ailleurs, la saison suivant la Ligue des Champions, le titre de Ligue 1. Et cette année-là aussi, c'est là où le club commence à retomber dans ses travers et même un gouffre abyssal, puisque le club subit les conséquences de l'affaire de matchs truqués face à Valenciennes, qui sont survenus en mai 93. Interdiction d'Europe, titre retiré et un manque à gagner immense. Le club est relégué en D2 pour la saison 94-95 et Tapie quitte le club en décembre 1994. Pour revenir sur lui, il continua une carrière en tant qu'entrepreneur de renom avec un poids politique dans le Sud de plus en plus important. Il finira aussi par investir en 2012 dans le groupe R100 et devenir actionnaire notamment dans le groupe qui détenait en partie le journal La Provence. Et Bernard Tapie fonde alors son groupe qui aujourd'hui détient près de 90% du journal, toujours. Tapie, un grand homme français donc, qui a rythmé entre autres la vie sportive de l'Hexagone, d'une manière spéciale certes, mais bien à lui, il faut le reconnaître. Bernard s'en est allé, mis au tapis par la vie, je sais celle-là elle est facile, mais continuera d'ouvrir sa gueule là-haut pour clamer haut et fort « Je me suis toujours entouré des meilleurs ». Voilà, c'était le petit portrait de cette semaine. J'espère que vous en aurez appris davantage sur lui et la carrière de l'homme. On repart avec une deuxième césure musicale, avec Jump, du coup, de Van Halen. J'ai aussi nommé la musique d'intro de rentrée des joueurs de l'Olympique de Marseille. Et puis, juste après, on se retrouve pour le débat. Spoiler, il sera question de Didier Deschamps et de l'équipe de France. A tout de suite.
just how you feel. You got to roll with the punches and get to what's real. Can't you see me standing here? I got my back against the wrecking machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump, jump. Might as well jump. Go ahead and jump, jump. Go ahead and jump. Oh, hey you, who said that? Baby, how you been? You say you don't know, you won't know until you begin. So can't you see me standing here? I got my back against the wrecking machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump, jump. Go ahead and jump. Might as well jump, jump. Go ahead and jump. Jump. Might as well jump, jump. Go ahead and jump. Get it and jump, jump. Go ahead and jump. 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 On est toujours ensemble pour une bonne demi-heure encore à nos côtés, toujours pour notre émission 100% sport, le CSC. Je me retourne vers ceux qui m'accompagnent ce soir. Est-ce que ça va toujours, chers membres de l'équipe ? Écoutez, pour l'instant, ça va. Tant qu'on parle pas d'idée de chant, ça va. C'est la fatigue peut-être qui vous prend, mais bon. Et puis on attaque, surtout le plus gros à présent. J'ai nommé le quart d'heure débat. Et ce soir, le sujet est le suivant. Est-ce que Didier Deschamps compose avec un groupe mieux ou moins bien bâti que celui de la Coupe du Monde pour remporter un nouveau titre, pourquoi pas avec les Bleus, d'ici 2022 ? Et avant cela, je vais faire un petit point introductif. On va revenir un instant sur l'actualité, donc du coup très prochaine, puisque jeudi soir, la France joue une demi-finale de Ligue des Nations face à la Belgique. Et pour cela, la liste des 23 de la Coupe du Monde, par rapport à la liste des 23 de la Coupe du Monde, c'est là où je voulais en venir, nous avons un groupe extrêmement remanié, puisque par rapport à 3 ans auparavant, seuls Lloris, Hernandez, Kipembe, Varane, Pavard, Pogba, Griezmann ou encore Mbappé sont sélectionnés. S'ajoutent à eux Costil, Maignan, qu'on connaît un petit peu depuis pas mal de mois et même quelques années, Digne, Dubois, Koundé et Upamecano qui ont commencé à s'imposer dans le groupe aussi. Et puis des noms vraiment très récents et même très nouveaux, que sont Matteo Guendouzi ou Théo Hernandez, Tchouaméni aussi, et Verretou, ou encore en attaque le jeune Diaby. Et puis sans parler du retour de Benzema. Voilà. Et seule grosse absence aussi, celle de Kanté, qui était positif la semaine passée au Covid, mais qui devrait logiquement réintégrer le groupe plus tard. Donc je me tourne maintenant vers vous, à tous à mes côtés. Que peut-on espérer de ce groupe totalement remanié, et surtout après la déception du dernier Euro ? Qui veut commencer ?
Moi, je peux me lancer. Déjà, faut, avant de parler du groupe, la réponse à la question, c'est il a, je pense, fondamentalement un groupe meilleur avec certaines individualités, mais qui collectivement a plus de mal à s'accorder. Je pense que Didier Deschamps n'est pas l'homme de la situation et compose avec des problématiques, notamment celle de Giroud. Giroud qui n'est plus forcément au niveau, Giroud qui a perdu la confiance de Didier Deschamps au profit de Karim Benzema. On sait qu'il y a eu en mars dernier une réunion avec Karim Benzema et de la décision de reprendre Karim Benzema après des années d'absence. Il y a eu une volonté, je pense, de Didier Deschamps de faire quelque chose de nouveau, mais peut-être que trop de nouveautés d'un coup a fait que cette équipe a perdu ses repères. On critique souvent la composition tactique de Didier Deschamps. Moi, je pense qu'on peut aussi critiquer le non-jeu de cette équipe. Je pense qu'on s'ennuie fondamentalement devant l'équipe de France, ce qui n'était pas le cas certainement à la Coupe du Monde. Et puis à la Coupe du Monde, il y a aussi eu des matchs déclics. Il y a aussi eu l'Argentine. Il y a eu plein de matchs comme ça, l'Uruguay, plein de matchs où cette équipe a su se transcender, renverser des situations mal embarquées. Là, aujourd'hui, quand on a vu l'Euro, on voit face à la Suisse, où la France maîtrisait son sujet, a perdu totalement le fil. On a vu le pénalty raté d'Mbappé, il est loin d'être le seul fautif dans cet Euro. Beaucoup de fautifs. Moi, quand je vois ce groupe, ça m'inspire beaucoup de jeunesse, mais des cadres un petit peu en manque de confiance. On peut poser des questions sur Hugo Lloris, Raphaël Varane. Voilà, moi je suis dubitatif et je pense que avoir des individualités c'est bien, mais savoir les accorder en collectif c'est encore mieux. Et ça va être loin d'être le cas pour le moment. Après, je pense que t'es un peu dur parce que tu vois, ça vient de commencer. Le groupe il vient d'être remanié. Je pense que Deschamps il essaye beaucoup de choses. Faut lui laisser un peu de temps. Je suis d'accord que là, du coup, tu pars sur un match de Ligue des Nations et que bon, le résultat il est attendu, mais voilà, c'est un pari qu'il prend. Moi, je pense que le groupe collectivement de 2018 est meilleur. Individuellement, par contre, celui qui vient d'annoncer, pour le coup, je pense qu'il y a des individualités qui sont beaucoup plus intéressantes. Voilà, mais il faut laisser le temps au groupe. Ça a toujours été comme ça de toute façon dans toutes les équipes. Et puis voilà. Après, moi, je suis pas forcément d'accord avec toutes les individualités qui manquent. Pour moi, il manque un joueur, c'est Giroud. Au final, il est pas là. Et moi, je trouve qu'il manque. Quand il jouait, voilà, je me fais le défenseur de Giroud. Ouais, donc il jouait pas à Chelsea, il était sur le banc à Chelsea, il était sélectionné et il marquait des buts en équipe de France. Et là, on lui a reproché, il ne joue pas, tu ne joues pas, change de club et tu seras peut-être sélectionné. Et au final, il change de club, il va à l'AC Milan, il joue, il met des buts et on le sélectionne pas. Au final, on voit exactement ce que tu disais. Collectivement, c'est collectivement que ça pêche. Et Giroud amenait avec des Griezmann, avec des Lloris. Au final, les anciens cadres s'entendaient bien et ça faisait le collectif qui manque peut-être aujourd'hui. Donc pour moi, le grand absent, c'est Giroud. Ouais, je me permets de te couper. Moi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'attaque. Moi, en l'occurrence, j'ai toujours en mémoire. Alors, c'est vrai qu'on a vu depuis l'Euro quand même des matchs vraiment très 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 durs, très difficiles pour l'équipe de France. Moi, je retiendrai quand même le dernier match face à la Finlande. Je retiendrai surtout le duo Griezmann-Benzema. Faut quand même rappeler qu'à ce moment-là, Griezmann, il est quand même au fond du trou. Enfin, je veux dire, il est en grande difficulté au Barça. Etc. Et le fait justement qu'il soit aligné en pointe avec Karim Benzema, ça avait extrêmement bien marché. On avait retrouvé un petit peu le même duo, je dirais, que presque l'Euro 2016 entre Giroud et Griezmann. Et finalement, peut-être que aujourd'hui, Deschamps, s'il sélectionne pas Giroud, c'est aussi parce qu'il a trouvé un système de jeu, en tout cas en attaque. C'est vrai que défensivement, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, je crois qu'en attaque, il a peut-être trouvé un système de jeu, une alliance entre Griezmann-Benzema qui peut être tout à fait intéressante. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de la question d'Mbappé, mais en tout cas, ce duo-là, moi, m'avait beaucoup plu face à la Finlande et j'espère le revoir en Ligue des Nations. Ça me fait penser un petit peu au Paris Saint-Germain où tu as beaucoup d'individualités offensives. Tu parlais d'Olivier Giroud. C'est là que tu as l'incohérence de Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'il ne jouait pas en club, mais il était sélectionné et il était bon. Mais quand il n'était pas sélectionné, il jouait en club et il était plutôt bon.
C'est ça l'incohérence que moi je pointe aujourd'hui. Maintenant, Giroud à l'époque, il se faisait beaucoup servir. Giroud, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup servir. C'est pas forcément quelqu'un qui va créer l'occasion, qui va engendrer l'occasion par rapport à des Karim Benzema ou même je pense à des Wissam Ben Yedder à une autre échelle. Je pense qu'on a des problèmes de riches dans cette équipe de France. Néanmoins, je tiens à souligner quand même aussi d'autres incohérences. Je pense à Léo Dubois. Moi qui suis supporter de l'Olympique Lyonnais, je peux considérer chaque week-end la nullité, je le dis, la nullité de ce joueur. Et je ne comprends pas, alors c'est vrai qu'en France on a une grosse pénurie de latéraux, mais je ne comprends pas pourquoi Léo Dubois est sélectionné, et c'est le cas pour beaucoup de joueurs. Donc, Et puis c'est vrai qu'on parle en plus à ce poste de latéral droit, ça fait quand même un petit moment qu'on en parle. Il y a des soucis depuis la Coupe du Monde. Benjamin Pavard qui a du mal à maintenir le niveau de jeu qu'on avait vu, et peut-être qu'on s'est un peu trop enflammé finalement en 2018 avec ce but fantastique face à l'Argentine. Est-ce qu'on retient pas finalement que ça de lui? Moi je mettrais l'accent aussi sur un joueur quand même du Nord, Jonathan Klaus, qui fait vraiment de très très bonnes performances du côté de Lens. Je sais qu'on est plusieurs à le suivre, et c'est vrai que moi finalement pourquoi pas aussi ouvrir. C'est vrai qu'on parle finalement au milieu de terrain, on a vu finalement beaucoup de nouveaux joueurs arriver, et moi finalement je me poserais plutôt la question au niveau de la défense. Pourquoi pas justement introduire ce genre de joueurs qui performent quand même tous les week-ends en Ligue 1, et je pense que ça pourrait justement apporter peut-être une complémentarité à ces cadres justement qui sont déjà présents, quoi. Agathe va dire que je suis dur, mais c'est vrai que second poteau Pavard, c'est ça le palmarès de Benjamin Pavard aujourd'hui. C'est pas le niveau de Benjamin Pavard. Bayern, quand même. Il a fait des matchs intéressants, il a été dans des clubs, mais aujourd'hui, moi, Benjamin Pavard, je ne considère pas que c'est un élément indispensable de cette équipe. Tu parlais de bâtir un groupe. Bâtir un groupe aujourd'hui, ça peut être par exemple lancer Mike Maignan. Le mondial au Qatar. Moi, le mondial au Qatar, c'est pas quelque chose qui est emballant, il y a du boycott qui tourne autour de ça, etc. C'est un fait. Moi, je me dis qu'à cette occasion-là, tu peux peut-être lancer les joueurs. On parlait de Jonathan Klaus. C'est un scandale que Jonathan Klaus ne soit pas là. Je pense que Didier Deschamps ne regarde pas la Ligue 1. Donc, alors, je veux bien que la Ligue 1 ce soit un des pires 5 championnats, que même on soit derrière le Portugal. Ça pas trop dur quand même. Là, t'es dur. Non, justement, je suis ironique, je caricature. Je pense que Deschamps regarde quand même la Ligue 1, et enfin, on a vu quand même des bons joueurs de l'équipe de France sortir de Ligue 1. Moi, je pense à Blaise Matuidi. Enfin, je veux dire, il a quand même lancé des joueurs qui étaient Jordan Vertou. J'espère qu'il va lancer surtout à la Roma, mais j'espère qu'il va lancer il peut pas mettre tout le monde d'un coup, surtout, tu vois. Non, mais il peut faire une transition. C'est-à-dire que les cadres aujourd'hui avec Deschamps ont été confortés. Tu ne peux pas conforter des cadres comme ça, ni même virer des cadres sans aucune explication. Pour Olivier Giroud, il n'y a pas eu d'explication. Il t'explique pas, le mec. Non, pourquoi. Et il y a du temps de jeu, il y a tout ce qu'il faut, toutes les conditions sont réunies. Il n'y a pas d'explication sur pourquoi Giroud n'est pas là. Pas récemment, le temps de jeu, il n'y en avait pas récemment. Il n'a pas marqué. Enfin, ça fait 5 matchs qu'il n'a pas marqué. Ça fait 3 matchs qu'il est sur le banc. Après, est-ce que Diaby... Diaby, moi je trouve en tout cas... Alors, j'ai pas trop regardé son début de saison, mais je sais que c'est quelqu'un qui tient la baraque au Bayer Leverkusen. C'est un joueur aussi qui est très rapide, qui a énormément de percussions. Moi, je vois bien, tu vois, le faire rentrer peut-être à la 70e minute dans un match face à la Belgique qui, on sait, va être physique, va être difficile. Et c'est vrai que ça peut être une alternative, par exemple, à un joueur comme par exemple... Wissam Ben Yedder ou Karim Benzema, qui sont des joueurs bien évidemment qui bougent, mais c'est vrai que là on va apporter peut-être plus de vitesse, et non, moi je trouve que Diaby est un bon choix. Par contre, c'est vrai que je m'interroge peut-être sur le choix Anthony Martial, qui a marqué avec United, mais c'est vrai que pour l'instant il a quand même un début de saison compliqué. On parle en plus de rumeurs de départ de la part de United. Moi, c'est vrai que Martial, c'est un petit peu l'interrogation que j'ai. Est-ce que finalement, pour le coup, il n'y avait pas d'autres joueurs à voir à la place? Ça m'interroge. Très content en tout cas qu'Aurélien Tchouaméni soit là. C'est un joueur qui est méritant, même si l'AS Monaco a eu un début de saison poussif. C'est un joueur qui poussait. Alors après, moi, je soupçonne Didier Deschamps d'avoir sélectionné les frères Hernandez un petit peu pour effacer le sportif en catimini et effacer certaines imperfections de sa liste. À voir, c'est une belle image en tout cas de voir ces deux frères, mais je pense que c'est un petit peu pour effacer certains aspects de sa liste et aussi du jeu que propose Didier Deschamps avec son équipe. D'autant que Théo Hernandez est annoncé dans la liste comme milieu. On ne comprend pas. Ça, oui, j'ai du mal à comprendre. Et c'est vrai qu'autant au côté droit, en fait, si on revient à la Coupe du Monde, Pavard, véritablement, ses premières sélections, il est lancé à la Coupe du Monde. Donc comme tu parles de Maignan qui peut être lancé à une Coupe du Monde, comme n'importe quel autre joueur de champ peut être lancé pour une grande compétition, ces gars-là, justement, ils attendent depuis si longtemps qu'ils ont la hargne, ils ont l'envie. C'est pas des titulaires indiscutables, des titulaires appuyés. Et si on doit revenir sur Lloris, comme on peut revenir sur Mbappé, qui sont peut-être pas ceux à mettre toutes les 90 minutes, c'est pas faux.
Et puis moi, je revenais aussi sur Jonathan Klaus, que je considère comme un des 3 meilleurs latéraux droits de Ligue 1, sans hésiter. Et je me dis qu'un temps aussi, on avait vanté Aguilar, qui n'avait jamais eu sa chance. Et puis en fait, on a vu une répétition dans les noms. Et on s'est demandé juste si c'était le confort et l'assise de Deschamps de se dire c'est un bon moyen aussi de poursuivre avec le groupe. Mais on a vu après les quelques petites usures. Et puis dans cette nouvelle liste, on voit sur la liste notamment des nouveaux, là, on voit encore quelques noms. Diaby, on va vous en reparler juste un instant. C'est vrai que Diaby, on va dire que sauf s'il prouve quelque chose, là, avec peut-être un tout petit peu de temps de jeu, ce qui, à mon avis, je commence à mon avis à en douter, puisque avec l'échéance de la Belgique, on va aligner une grosse équipe. Et puis pour aller en finale, est-ce que Diaby aura ne serait-ce qu'une minute de temps de jeu ? Est-ce qu'on va aller en finale ? Oui, si, on va en finale, bien sûr. Après, c'est la Ligue des Nations, il faut relativiser quand même là-dessus, mais c'est une belle compétition quand même. Mais Et Diaby, en tout cas, c'est plus l'absence de Coman qui fait. Qui fait comment Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur complément. C'est vrai que pour revenir sur la Ligue des Nations, moi je trouve que c'est quand même à 1 an d'une Coupe du Monde. Enfin, quand on voit finalement avec le Covid, quand même énormément de choses qui ont été bousculées entre l'Euro qui a été décalé. Moi, je trouve que c'est vraiment finalement, j'attends quand même beaucoup de cette compétition. J'attends que les Bleus nous montrent du jeu, évidemment, et puis surtout que finalement ce groupe montre qu'il est capable aussi d'aller défendre ce titre en 2022, parce que mine de rien, il faudra le défendre. C'est un titre à défendre, il y a une pression de ce côté-là. Le groupe a beau avoir changé, la deuxième étoile, il faudra la montrer en 2022, et donc j'attends effectivement à 1 an de la Coupe du Monde qu'il y ait quelque chose qui se dessine. Peut-être pas une âme finalement comme en 2018, mais en tout cas un groupe vraiment qui chemine justement vers 2022. Une sorte de dynamique, ça serait bien de créer une dynamique. Ouais. Est-ce que j'ai relancé aussi la fameuse histoire de la malédiction depuis 98, où l'édition d'après, un champion du monde a de grandes chances de se faire éliminer en poule ? C'est pas improbable. Non, on va pas en parler. C'est pas improbable. Hein. Non. Franchement, quand tu vois l'équipe aujourd'hui, c'est pas improbable. Parce que en fait, vous êtes fous. Toute la question, c'est est-ce que Didier Deschamps, avec tous ces bricolages de systèmes, d'intégrer des joueurs, des nouveaux, en fait non. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que la sauce va prendre et au final est-ce que on sera prêt, puisqu'au final c'est ça la prochaine échéance, est-ce qu'on sera prêt pour le mondial, mais le bien mondial sûr, 2022. on parle de l'équipe de France, on n'a pas quand même des joueurs, c'est pas des charcutiers les mecs, quoi. Ils sont quand même assez forts. On a des contre-performances qui nous ont prouvé que l'équipe de France était capable du pire et capable de perdre le fil d'un match très rapidement, ce qui m'inquiète d'autant plus. Dans des matchs qui sont pas importants, perdre le fil face à la Suisse en 8e de finale. Ok. Ça, c'est... Non, mais c'est vrai que moi j'attends beaucoup en tout cas de cette Ligue des Nations. Pour moi, c'est quand même plus que des matchs amicaux, même si ça reste une compétition très jeune. C'est toujours bon de gagner des titres, bon pour la confiance. Et puis pour revenir sur la Coupe du Monde 2022, c'est vrai qu'il y a cette malédiction. Moi, je crois j'ose espérer en tout cas que ce qui s'est passé à l'Euro va quand même nous servir de leçon. C'est-à-dire peut-être arriver sans trop de confiance, justement. Arriver juste avec ce qu'il faut, et le fait que le groupe soit renouvelé, je pense que ça va justement aider. Il y a des joueurs, on parle même de Benzema, peut-être quand Benzema sera encore là en 2022, on l'espère en tout cas. Je pense qu'il y a un certain nombre de joueurs qui vont redonner justement peut-être ce nouvel élan, vouloir aller glaner un titre, peut-être avant la fin de leur carrière, et ça peut être vraiment intéressant, parce que c'est pas du tout le même groupe qu'en 2018 fondamentalement. Donc Puis si tu veux lancer un gardien, je rebondis sur ce que Adrien disait, lancer Mike Maignan. Un gardien, c'est pas comme un joueur de champ, je pense. C'est quand même un gars que je pense que tu dois lancer au moins 1 an avant sur des matchs. C'est un poste qui est compliqué niveau confiance. On parle de Lloris, c'est une institution à lui tout seul. Aujourd'hui, c'est une institution qui peut être contestable, mais je pense que Maignan devrait être lancé un petit peu avant. C'est pas pareil qu'un joueur de champ. Moi, je considère en tout cas que ça, c'est pas pareil. Très bien. Et puis moi, je vais conclure un peu en guise d'ouverture. Là, le sujet était centré autour de l'équipe de France, et puis après, il faudra aussi en quelque sorte voir un peu la forme des grosses équipes que sont Brésil, Allemagne et j'en passe. Et puis déjà dès demain et dès jeudi, parce que au final la Ligue des Nations c'est Italie, Espagne, Belgique, c'est pas des petites équipes européennes. Non, c'est des prétendants au titre. On va déjà avoir un élément de réponse. L'Italie qui a vécu des périodes difficiles et qui est revenue au top niveau, il a fallu une remise en question, mais ça lui a beaucoup servi. Il lui a fallu louper la qualification pour un Euro, pour la Coupe du Monde, pardon, et puis c'est un peu fort, mais c'est une bonne piqûre de rappel. Ouais. Bon, voilà de quoi conclure un bon petit quart d'heure.
Je vous invite maintenant à écouter le son We Are the Champions. Pour ceux qui ne le connaissent pas, honte à vous. Et nous, en studio, on reprend notre souffle pour un dernier quart d'heure à venir et à bientôt. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through. Let me to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. I need to go We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. The champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Retour à l'antenne, et pour vous qui nous écoutez, vous êtes bien sur Radio Campus, toujours 106,6 FM, ça ne bouge pas. Également en DAB+, et en réécoute sur le site campuslille.com, je le rappelle. Nous arrivons progressivement à la fin de cette heure passée ensemble, et pour évoquer les événements à venir, les immanquables, avec Ellie. Et Ellie, tu tenais à commencer cette rubrique par du foot. Exactement, on en a parlé avec les belles affiches internationales de la phase finale de Ligue des Nations qui vont remplacer la Ligue 1 et la Ligue 2 pour ceux qui aiment le ballon rond ce week-end. L'Italie affronte l'Espagne dans un remake du dernier Euro de cet été demain à 20h45 sur TFX. Et nos Bleus, on l'a dit, seront opposés dans la deuxième demi-finale à la Belgique jeudi à 20h45 également. Ce sera sur TF1. Puis la finale, elle aura lieu dimanche soir à Milan sur M6 ou W9 en fonction du résultat de la France si ils gagnent leur demi-finale. En rugby, la 6e journée de top 14, le leader Toulouse recevra la section paloise. La Rochelle et le Racing tenteront de se relancer à domicile, respectivement contre Castres et Perpignan. Et puis dans les autres matchs de cette 6e journée, Bordeaux-Bègles accueillera Montpellier, Lyon ira à Biarritz, Brive à Toulon et Clermont défiera en prime dimanche soir le Stade français Paris. Jeudi, c'est le début du Master 1000 d'Indian Wells en Californie, un tournoi qui n'y a plus lieu depuis 2 ans et demi, qui se tient habituellement au mois de mars. Toutes les rencontres seront à suivre en exclusivité sur Eurosport tous les soirs à partir de 20h jusqu'au 17 octobre. On ne connaît pas encore le tableau, mais il y a des jolies têtes d'affiche dans ce tournoi, comme la dernière vainqueur de l'US Open, Emma Raducanu chez les dames. Et puis dans le tableau masculin, pas de membres du Big Three, mais la Next Gen est là avec Medvedev qui sera, tenez-vous bien, la tête de série la plus âgée, alors qu'il a seulement 25 ans. C'est vraiment un symbole pour la jeune génération qui prend le pouvoir. Adieu Big Three.
En cyclisme, samedi aura lieu la dernière classique de la saison, le Tour de Lombardie, qui ne sera pas diffusé sur une chaîne de télévision, mais seulement sur le player d'Eurosport, qui a déjà fait débat cette année avec la diffusion du Giro. Ce Tour de Lombardie sera l'occasion pour Julien Alaphilippe, notre double champion du monde, d'arborer son maillot arc-en-ciel pour la seconde fois, après le Milan-Turin de demain, qui lui non plus ne sera pas diffusé à la télé. En Formule 1, ce sera le Grand Prix de Turquie ce dimanche pour les amateurs de moteur et de vitesse sur Canal. C'était sur ce même circuit d'Istanbul Park que Lewis Hamilton avait remporté sa 7e couronne mondiale l'année dernière au terme d'une course folle. Un petit peu de basket. Le vainqueur de la saison dernière de NBA, les Milwaukee Bucks, se déplaceront lors d'un match de pré-saison sur le parquet des Brooklyn Nets. Ce sera dans la nuit de vendredi à samedi sur les antennes de beIN Sport. Puis pour terminer, un petit mot de hand féminin avec le premier match des qualifications pour l'Euro 2022 de nos Françaises médaillées d'or à Rio. Les filles d'Olivier Crumbles tenteront de remporter leur premier match face à la République tchèque. Ce sera demain face à Besançon et en clair sur la chaîne L'Équipe. Un grand merci, Élie, pour ce programme bien chargé pour la semaine et puis notamment ce week-end forcément. Et puis nous, on touche à la fin de cette première émission. Je sais, c'est triste. Cachez vos larmes. Mince. Alors. Trop triste. Mais pas de panique, car pour conclure ce numéro, je vous ai concocté un petit quiz. Comme je l'avais annoncé en privé, pour ce petit quiz, j'ai choisi de revenir sur la fin de série du PSG en Ligue 1, qui était sur 8 matchs consécutifs conclus par une victoire, un 8 sur 8, et une série qui s'est arrêtée net face à Rennes, 2-0. Oui. Très belle équipe rennaise, au passage. Oui, très belle équipe rennaise. On les salue. Pep Genesio, 4 Pep victoires. Genesio, bah attends. 4 victoires face au PSG, 3 avec Lyon, 1 avec Rennes. Il est très fort. Et pour cela, donc, je tenais à vous demander de me trouver à tour de rôle, et en cas de redite ou d'erreur, c'est élimination, les équipes qui ont battu le PSG en Ligue 1 depuis leur titre de 2013. Donc depuis la saison 2012-2013. J'ai quelqu'un à ma droite qui n'espérait pas mieux. Je vais être ravie de parler des défaites du PSG, c'est mon sujet favori. Et pour info, la défaite face à Rennes est la 38e et il y a 20 équipes à retrouver. C'est bon pour vous ? Il y a eu depuis la saison 2012-2013, depuis leur premier sacre qatari, si je puis dire, c'est la 38e défaite. Ils ont une seule saison de défaite. Ça compte Que en Ligue 1. Ça compte les coupes ou pas ? Non, c'est que en Ligue 1. Que en Ligue 1. Il y a quand même 20 équipes à travers ces saisons-là qui ont battu le PSG. Je vais commencer par ma gauche avec François. Moi, je vais faire on va faire un peu original. Je crois qu'Evian a dû battre le Paris Saint-Germain. Ah ouais, il commence fort. Il va vraiment chercher. Très fort. C'est dommage parce qu'en fait, si tu le gardes pour toi avec un peu de chance, tu vois, t'es éliminé. Non, mais il faut m'expliquer des stratégies. Excusez-moi, j'avais pas compris. La semaine prochaine, je saurai. Oui, Evian, c'était une fois, oui. Une fois. Et si je me trompe pas, saison 2013-2014, à domicile, je crois. Ouais. Pavel. Dijon. Vous faites exprès, vous allez chercher vraiment les... J'ai un supporter dijonnais dans mon entourage qui n'a pas manqué de me le rappeler il y a quelques jours. Oui, Dijon qui les avait battus en 2019-2020. Et comme quoi, si même Dijon peut battre le PSG version qatari, tout le monde peut le faire. Alors moi, du coup, je vais être pas du tout original, mais du coup, je vais dire Lille, l'année dernière. Ouais, Lille, et même mieux en fait, puisque Lille, à chaque fois qu'ils ont pu jouer la Ligue des Champions, grâce à une qualification Ligue des Champions, la même année, ils ont battu le PSG. Et c'est les deux seules fois qu'ils ont pu les battre, en 2018-2019. Et donc, l'an dernier, une victoire, je pense qu'il aura assuré le titre derrière, puisque c'était chaud lapin. Eh bien, Lyon, bien sûr. Bah oui, Lyon. Alors, Lyon, du coup, qui est co-meilleur bourreau du PSG, avec 5 victoires quand même contre eux. Mais une seule au Parc, et c'était il y a un an. Agathe. Je vais tout de suite mettre ça derrière nous, comme ça on n'en parle plus. Je vais dire Marseille. Et après, on dit plus rien. Aïe. Le 1-0. On enterre, ouais. Oui, 0-1 au Parc, c'est ça. Ouais. On redémarre donc avec François. Moi, je veux dire le Stade Rennais. Bah oui, oui, c'est bien. Alors, déjà que tu as utilisé ta gâchette d'Evian, il fallait revenir déjà sur Rennes, du coup, qui est aussi avec Lyon. Le bourreau du PSG, c'est la 5e victoire rennaise aussi. Et eux, par contre, Rennes, ils enregistrent pas mal. Ils en ont enregistré autant à domicile qu'à l'extérieur. Moi, je me rappelle surtout d'un but d'Alessandrini, Romain Alessandrini. Ouais, et puis il ne faut pas oublier non plus, on parle du championnat, il ne faut pas oublier la Coupe non plus. Oui, la Coupe de France, gagnée. Titre Rennais face au Paris Saint-Germain. Mener 2-0, revenir à 2-2, c'est dans l'histoire. Il y avait aussi Guingamp, de mémoire.
Ouais. Ça, on en parle un petit peu moins, je pense. Alors, Pavel, vas-y. Est-ce qu'il tente quand même Guingamp en Ligue 1? Je vais tenter Monaco. Oui. Bah oui. Oui, Monaco 4 fois, qui sont juste derrière Lyon et Rennes du coup. Ellie. Moi, j'ai tenté un Saint-Étienne plutôt au début, genre 2013, 2014 avec Galtier. Ouais, 2012-2013, exactement, au Chaudron. Ouais. Et puis après, qu'ils les avaient battus aussi en Coupe de la Ligue au tir au but, lorsque Saint-Étienne avait gagné cette année-là. Pas facile. Je suis en train de poser des questions. J'ai plus trop d'idées, j'avoue. Alors, il y a bien une ville de France quand même. Ouais, je suis en train de passer en revue toutes les villes de France. Je sais pas, je vais tenter un truc type Bordeaux. Bordeaux, oui, en 2014-2015. Et si j'ai bonne mémoire, je ne suis pas allé vérifier. Je crois que c'est après ce match-là où on a eu les fameuses images en coulisses de Ibrahimovic qui pestait contre l'arbitrage et qui disait que la France est un pays nul, quoi. Je crois qu'il pays de merde, pays de merde, je crois. Ouais. Vas-y, notre pro PSG. Oui, je vais dire Bastia. Bastia, oui, le 4-2, là, je me souviens. le 4-2. Et but de Palmieri aussi, qui est rentré dans la légende de Bastia. François. Moi, je vais continuer avec les clubs bretons qui me sont chers. Moi, je vais parler de Guingamp. Guingamp, oui. Guingamp 2 fois même. Avec Guingamp 2 fois, 2014-2015 et 2016-2017. Ouais. C'est vrai. Avec Gourvenec. Ouais. Un petit peu en dessous de la Bretagne. Nantes. Oui, Nantes aussi. Nantes qui a battu le PSG 2 fois aussi et qui l'a battu l'an dernier. Tout à fait. Ellie. Alors moi, je vais tenter dans le Tour de France des villes Nice, qu'on n'a pas encore dit. Oui, Nice aussi 2 fois. Nice, la première année aussi, 2012-2013, et puis l'année du titre de Monaco, 2016-2017 aussi. Nice qui était même champion d'automne à cette époque-là et qui est un des rares clubs à avoir fini en dehors des places européennes. Ligue des champions, pardon. Je vais tenter Strasbourg. T'es sûr de toi? Non, pas du tout. Pourtant, t'as raison. Ouais, Strasbourg, ils en ont une. C'est 2017-2018. Et je m'en souvenais plus. Donc, il me semblait que Thierry Loret avait bien célébré sa victoire. Oh, bah peut-être. Oui, il y a des chances. Oh, il y a des chances. Agathe. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il n'y en a plus beaucoup, mais en fait, j'ai peur de me tromper de compétition, là. C'est pas grave, on tente. Je vais dire Montpellier. Montpellier, oui, 2 fois. Bon, bah c'est bon, alors. François. C'est vrai que là, j'arrive un peu, c'est pareil, à court de ressources. Moi, je me demande si Lorient a dû battre le PSG. Ouais, une fois, Lorient. C'est l'année dernière. Ok. Et Merlu ont gagné l'an dernier. Et là, on arrive, je vous dis, je vous annonce, il n'y en a plus que 4 à trouver. 5, pardon. Non, 4. Bien, petite pensée pour mon ami Frédéric Antonetti. Metz? Non. Pavel, premier éliminé. Metz, non. J'allais le dire, donc vraiment, super. Il me semblait que Metz était trop faible pour avoir battu. Donc vas-y, on va finir, on arrive à la toute fin là. Allez, Toulouse. Toulouse, c'est oui. C'est oui, une fois. Je vais tenter Reims. Reims, 3 fois. Oh. Reims, les Rémois, ils sont forts face au PSG. Moi, je vais tenter un petit Lens. Lens, oui. L'an dernier aussi. Ouais. Il en reste plus qu'un. Donc, celui qui l'aura. Alors là. Et on finit. Nancy. Non. Ellie. Non. C'est le plus dur, de toute façon. C'est le plus dur. Sochaux, non? Exact. Ah, bravo, putain, François. Bravo. Dire, bravo. François. C'était en quelle année, Sochaux? Sochaux, 2012-2013. La première année, tout simplement. Ouais. Bon, bah merci à toutes et à tous d'avoir mené cette émission à mes côtés. Ce fut un moment franchement génial. Moi, j'ai vraiment apprécié. Merci aux auditeurs et auditrices qui sont encore avec nous, nous avoir suivis jusqu'au bout et jusqu'au bout de la nuit surtout, puisqu'il est minuit. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode du Campus Sport Club avec le reste de l'équipe cette fois. D'ici là, sportez-vous bien et je vous dis bye bye. Salut, bonne soirée. Bonne soirée à tous.